Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelle est la langue la plus ancienne au monde, quelle est la plus vieille langue au monde. Parce que je vois régulièrement des articles ou des vidéos sur ce sujet qui posent cette question, généralement de manière très racoleuse, et je voulais vous donner mon avis dessus. Parce que ce sujet de la plus ancienne langue au monde, ça fascine forcément. Et il y a toujours des débats pour savoir laquelle des langues qu'on connaît peut prétendre à ce titre. Et une fois, j'étais tombé sur la bande-annonce d'un film, je crois que j'en avais déjà parlé, mais j'aime bien cette anecdote. Alors, j'ai jamais retrouvé le film. Voilà. Bon. Où c'était quelqu'un qui se fait posséder, vous savez, la personne qui se fait posséder par un démon, elle a les yeux révulsés, elle se met à vomir des trucs pas nets, elle se met tout à coup à parler dans une autre langue, parce qu'apparemment ça rend polyglotte, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Et il y a un des personnages qui dit « Elle est en train de parler araméen, la langue la plus ancienne du monde ». Et là, j'étais pas bien, je me sentais pas bien en tant que polyglotte d'entendre dire que l'araméen serait la langue la plus ancienne au monde. Malgré tout, je vois que c'est un sujet qui fascine, et qui me fascine aussi. Et dans un premier temps, on va essayer d'apporter un élément de réponse à cette question, quelle est la langue la plus ancienne au monde? Et dans un second temps, on va tout casser et on va voir pourquoi il est très difficile, voire impossible, de parler d'une langue réellement plus ancienne qu'une autre. Et c'est bien le premier problème. Le bon sens veut qu'on distingue des langues récentes et des langues anciennes. Par exemple, à l'école, on va apprendre l'anglais contemporain, qui est vu comme une langue récente, et le latin, qui est vu comme une vieille chose, une langue ancienne, une langue morte, et donc une langue d'il y a longtemps. En plus de ça, on est tenté d'établir entre les formes des langues successives une généalogie, c'est-à-dire que une forme d'une langue antérieure a donné une forme qui est apparue plus tard, et ça on va y revenir. Et donc on a des présupposés qui font que logiquement on va se dire qu'il y a des langues qui sont apparues il n'y a pas longtemps et des langues qui à l'inverse sont très anciennes. Et lesquelles? Et ça c'est la première difficulté. Comment établir une antériorité entre deux langues ou deux formes d'une langue? C'est un sujet dont s'en parle la linguistique, plus précisément la linguistique historique, qui va comparer une même langue ou deux langues à différents moments de leur histoire. Par exemple, la même langue au début du XXe siècle et une autre langue au début du XVIe siècle par exemple. Le premier réflexe dans tout ça, c'est bien sûr d'aller chercher les preuves écrites et bien sûr l'archéologie. Parce qu'il est évident que si on s'intéresse à l'anglais contemporain, eh bien on voit que les textes datent d'il n'y a pas longtemps. Alors que si on veut aller chercher l'égyptien hiéroglyphique, eh bien évidemment les documents datent d'il y a très longtemps. Ça c'est une évidence qui est problématique parce que ça exclut du champ les langues qui ne sont pas écrites, voire les langues avant l'invention de leur écriture. Et c'est malgré tout très intéressant parce qu'il y a énormément de documents, énormément de sources archéologiques qui vont permettre d'établir une hiérarchie au niveau du temps entre les langues. Ce qui est d'ailleurs très important dans l'historiographie occidentale parce qu'on considère très souvent qu'une langue va rentrer dans l'histoire, un peuple va rentrer dans l'histoire à partir du moment où il se met à écrire. Et ce qui donne des résultats très étranges avec par exemple des peuples qui au XIIIe siècle sont quasiment encore considérés comme appartenant à la préhistoire. C'est un peu étrange, c'est assez douteux je trouve, mais c'est ainsi. Les langues les plus anciennes de ce point de vue-là sont assez bien datées. Par exemple, il y a des formes du grec ancien, le grec le plus archaïque qu'on a pu trouver c'est le grec mycénien qui s'écrivait avec un alphabet qu'on appelait linéaire B. Et cet alphabet, ces écritures qu'on a pu retrouver, datent du XVe siècle avant Jésus-Christ. Plus loin de nous, on a aussi pu retrouver les premières formes d'écriture chinoise, c'est-à-dire l'écriture osekai avec de l'écriture sur des écailles de tortue qui étaient utilisées, on pense, à des fins divinatoires. Et là, on est plutôt sur le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais on peut aller encore plus loin. Les formes d'écriture les plus anciennes sont l'égyptien hiéroglyphique, donc vous connaissez l'écriture égyptienne avec des petits dessins, et l'écriture cunéiforme pour le sumérien. Donc c'est l'écriture avec des sortes de petits triangles, enfin en tout cas ça s'appelle cunéiforme parce que ça aurait une forme de clou. Et là on peut remonter dans l'histoire. Et tout le défi pour les historiens et les personnes qui vont étudier ces langues est de savoir où placer la limite entre la langue et ce qui est simplement de l'ordre du pictogramme. Et on a pu dater des premiers documents historiques avec des phrases, et ça c'est le plus important, parce qu'à partir du moment où on trouve des phrases, il est évident qu'on a la grammaire d'une langue, et donc que les petits dessins qui sont mis sur la tablette
parce qu'on faisait plutôt des tablettes d'argile ou des stèles ou autres à l'époque, eh bien, vont indiquer qu'il s'agit vraiment d'une langue, et ça de manière incontestable. Donc au niveau des phrases entières des documents, on peut voir de la langue écrite. Pour l'égyptien hiéroglyphique, ce sera dans la tombe de Seth-Péripsène, et ça date d'à peu près 2690 avant Jésus-Christ. Pour le sumérien, on trouve plusieurs textes qui datent d'environ 2900 avant Jésus-Christ. Il y a d'autres sources qui sont plus sujettes à caution. Par exemple, pour les hiéroglyphes, on en trouve vers moins 3250 avant Jésus-Christ, et pour l'écriture cunéiforme, vers moins 3400. Et là, les linguistes ne sont pas sûrs. Est-ce qu'il s'agit plutôt de pictogrammes avec même pour représenter des noms des personnes ou autres, ou est-ce qu'il s'agit déjà d'une première forme de langue élaborée? On ne sait pas encore. Il y a aussi d'autres sources qui sont beaucoup plus contestées, en plus qui vont poser les problèmes de datation parce qu'elles commencent à être vraiment très anciennes. On a retrouvé les fameuses tablettes de Tartaria en Roumanie qu'on date d'environ 5300 avant Jésus-Christ. Il y a aussi les fameux symboles de Jiahou en Chine qui dateraient d'environ 6600 avant Jésus-Christ. Mais là, on est vraiment dans la spéculation parce qu'on ne sait pas vraiment s'il s'agit simplement de symboles, de dessins ou alors vraiment des traces d'une langue très ancienne. Et là, vous allez me demander, mais avant, qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh bien justement, on retombe dans le problème de l'écriture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus dans l'écrit, on ne laisse plus de choses gravées dans la pierre, littéralement à l'époque, donc on ne sait pas. Et il y avait évidemment des langues qui ont été parlées avant. On ne sait pas quand a pu commencer la première langue humaine. D'ailleurs, même la distinction entre langage animal et transition vers une langue humaine est absolument impossible à connaître. Tout ce qu'on peut supposer, c'est que si on se rattache à l'hypothèse selon laquelle l'être humain est parti d'Afrique, on peut imaginer qu'il y a une langue mère, la langue adamique, si on prend une perspective plus religieuse, qui a pu être parlé par un petit groupe d'humains qui se sont divisés et qui auraient donné toutes les langues du monde. Mais ça, on ne peut absolument pas le savoir. Donc, selon cette perspective, on ne peut absolument pas savoir quelle est la langue la plus ancienne au monde, tout simplement parce qu'elle date de bien avant l'invention de l'écriture. Maintenant qu'on a vu toute la partie qui va vous permettre de briller en société et de dire que l'égyptien et le sumérien sont les langues les plus anciennes au monde, en tout cas attestées par leur écriture, on va passer à la partie qui va vous rendre très ennuyeux en société et on va déconstruire un peu toute cette idée de langue plus ancienne que d'autres. Parce que je vois beaucoup de problèmes avec cette idée de langue ancienne ou jeune. La première, ça va être les sources écrites à un instant T. Parce qu'on l'a vu, est-ce que le fait d'avoir un document écrit très ancien rend la langue vraiment ancienne et les documents écrits plus récents vont rendre la langue plus récente? On a pu voir les premières formes d'écriture de l'égyptien vers le 4e millénaire avant Jésus-Christ, donc c'était il y a vraiment très longtemps. Alors que par exemple, pour vous donner une langue que je connais, le finnois c'est une langue qui existe sans doute depuis longtemps, mais d'après mes recherches, la première fois où on a pu voir du finnois écrit, c'était un récit d'un voyageur allemand du XVe siècle, à peu près vers 1450, qui transcrivait du finnois. Et on ne peut pas dire que la langue n'existait pas avant. Pour une forme plus officielle, il s'agit de la traduction de la Bible d'un certain Michael Agricola qui a entrepris de traduire la Bible vers le finnois et d'en fixer, si vous voulez, des caractéristiques dans la grande tradition luthérienne qui consistait à traduire la Bible. Est-ce qu'on peut dire que le finnois est apparu au XVIe siècle ou au XVe siècle? Certainement pas. Il y avait des évolutions précédentes qui ont mené au finnois moderne, mais on ne peut pas dire que ça rende le finnois plus récent simplement parce qu'il a été fixé à l'écrit beaucoup plus tard. Ensuite vient le problème de la généalogie. Parce que souvent on a tendance à penser que les langues se succèdent, et qu'il y en a qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus compliqué. On peut raisonnablement dire que le français descend du latin vulgaire parlé dans l'Empire romain. C'est vrai, pourtant, le français est-il réellement plus récent que le latin? Le latin est-il réellement plus ancien que le français? Parce que si on remonte, on sait que le français contemporain vient d'une forme qu'on appelle français moderne du 19e. Ensuite, il y a eu le français classique. Si on remonte plutôt vers fin Moyen-Âge, début Renaissance, le moyen français. Puis l'ancien français qui était parlé au Moyen-Âge. Puis proto-français ou le gallo-roman qui était parlé dans la transition entre le latin et le français tel qu'on le connaît. Il y avait ensuite le latin vulgaire, comme je disais, de l'Empire romain.
Si on remonte encore, il y avait le latin archaïque qui était parlé avant Jésus-Christ dans ce qui allait devenir l'Empire romain qui était la République romaine. Et avant, si on remonte encore, le latin archaïque vient du proto-italique, et le proto-italique lui-même vient de l'indo-européen ou le proto-indo-européen, qui est cette fameuse langue reconstruite qui serait à l'origine d'énormément de langues dans notre monde. Et le problème que ça pose, c'est de dater le français. Le français est-il une langue récente? Le français c'est quoi? Est-ce que c'est la langue que je parle maintenant, le français contemporain de 2021? Est-ce que c'est l'ancien français? Est-ce que c'est le gallo-roman? Est-ce que c'est le latin? En fait, on se demande quand, par exemple, les gens dans la Gaule, qui est devenue la France, ont pu arrêter de parler latin pour se mettre à parler français. Eh bien, la réponse, c'est qu'ils n'ont jamais changé de langue. Ils ont toujours fait une transition. Et quand vous parlez français, vous parlez la langue de vos parents, qui ont appris la langue de leurs parents, qui ont appris la langue de leurs parents, etc. On peut remonter très loin avec ça, en ayant toujours l'impression de parler la langue de nos prédécesseurs. Alors qu'en réalité, quand on prend plusieurs siècles et surtout un millénaire de différence, on voit que la langue a sacrément évolué. Donc il est difficile de savoir si le français est vraiment ancien, parce qu'on peut très bien dire que le français, c'est le français contemporain de maintenant, ou alors on peut très bien dire que ce n'est jamais qu'une évolution du proto-indo-européen, et donc le français c'est de l'indo-européen qui a bien vécu. De la même manière, quand on parle du latin, le bon sens veut que le latin soit plus ancien que le français, parce que le latin classique qu'on apprend à l'école est plus ancien que le français contemporain que je parle avec vous. Simplement, si on parle du français sans le définir, et qu'on prend le latin, il faut savoir que le latin, il y a un latin contemporain qui est très peu parlé, mais qui est quand même utilisé, par exemple au Vatican. Le latin est toujours une langue liturgique au Vatican. Il y a des passionnés qui ont créé un latin contemporain et qui y ont ajouté des mots de la vie de tous les jours du XXIe siècle. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le latin contemporain est plus récent que l'ancien français qui est apparu plus tôt? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il est très difficile de dire qu'une langue est plus ancienne qu'une autre, parce que les langues ont une généalogie qui fait que tout simplement elles peuvent être soit récentes, soit anciennes, en fonction de quand on les prend dans leur évolution. Donc par exemple, on peut très bien dire que le français est une langue là aussi très ancienne, parce qu'il descend du latin, ce n'est pas le latin puis le français, c'est une évolution logique. Et c'est la même chose pour des langues qui sont considérées comme des langues anciennes, qui ont en réalité encore un petit peu de combativité. Par exemple, le sanskrit, qui est une langue ancienne de l'Inde, est quand même encore utilisée comme langue liturgique en Inde. C'est aussi une langue qui est utilisée par quelques érudits qui écrivent en sanskrit, comme nous on écrivait en latin il y a quelques siècles. Ou même le copte. Le copte c'est très intéressant, ce n'est plus une langue de la vie de tous les jours, mais c'est quand même une langue qui perdure en Égypte, qui est la langue liturgique du rite coptique en Égypte. Sachant que le copte lui-même descend de l'égyptien ancien, et donc on peut considérer qu'à travers le copte, qui existe encore sous forme liturgique, perdure l'égyptien ancien, et que l'égyptien ancien n'a pas vraiment disparu. Et même si on ne trouve plus de hiéroglyphes après le 4e siècle après Jésus-Christ, il est tout à fait possible de dire que le copte, qui existe encore très marginalement, est une continuation de l'égyptien ancien, donc que l'égyptien ancien existe encore de nos jours si on veut. Il y a d'autres exemples, par exemple l'hébreu, c'est passionnant l'hébreu. L'hébreu a quasiment disparu en tant que langue vernaculaire et en tant que langue véhiculaire aussi. Plus personne ne parlait vraiment hébreu dans la vie de tous les jours à partir déjà du XVIe siècle. Simplement, c'est resté comme une langue liturgique. Et au XIXe et XXe siècle, des gens ont décidé d'en faire une nouvelle langue, de réinventer la langue, d'en refaire une langue vivante. Et c'est aujourd'hui la langue de l'État d'Israël. Et il est difficile du coup de dire si l'hébreu est ancien ou pas, parce que l'hébreu moderne est une langue récente, qui puise ses origines dans une langue très ancienne, mais quelqu'un qui parle l'hébreu moderne ne va pas forcément savoir lire tout de suite l'hébreu biblique, qui lui date de plusieurs millénaires. Donc c'est très compliqué tout ça, il est très difficile d'établir une hiérarchie temporelle entre les langues. Ensuite, une autre piste qui est intéressante, ça va être le caractère archaïsant, en se demandant s'il y a des langues qui ont conservé une sorte de pureté, si on veut, dans le sens où elles vont conserver des caractéristiques sans trop les modifier par rapport à des ancêtres. Si on regarde en Europe, des linguistes ont remarqué, en faisant de la comparaison, de la linguistique comparée, que les langues baltes, c'est-à-dire le letton et le lituanien, avaient des caractéristiques très archaïsantes, qui allaient les rapprocher des structures de l'indo-européen ancien.
Est-ce que ça veut dire que le letton et le lituanien sont des langues plus anciennes, par exemple, que le français? Là aussi, c'est compliqué. On peut être tenté de le déduire, ça vient assez naturellement. Pourtant, si on y réfléchit bien, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus anciennes, ça veut simplement dire qu'elles ont conservé des choses, mais qu'elles ont évolué par plein d'autres aspects. C'est un peu, si vous voulez, comme ces espèces fossiles. Vous voyez, comme le sélacanthe, l'espèce de poisson un peu moche qui, soi-disant, serait le même que pendant la préhistoire, il y a très 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 longtemps. On appelle ça un fossile vivant, une espèce fossile, parce qu'on considère qu'il n'a pas évolué. Eh bien, en réalité, les scientifiques qui se sont penchés sur plusieurs espèces de fossiles vivants se sont rendus compte que même s'ils ressemblaient à leurs ancêtres fossilisés, eh bien, ces espèces avaient quand même eu, par exemple en interne, à l'intérieur de leur corps, ou sur du comportement ou autre, des évolutions. Et par exemple, les nageoires du sélacanthe, ce ne sont pas les nageoires qu'avaient les poissons qui ressemblaient à ce poisson fossile vivant il y a plusieurs millions d'années. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et ne pas conclure par exemple que le letton ou le lituanien sont des langues plus anciennes que le français ou l'anglais, parce que ce n'est pas le cas. Elles sont simplement plus archaïsantes, plus conservatrices, mais ont aussi connu des évolutions et une forme contemporaine. Et si un lituanien d'aujourd'hui lisait du lituanien du XVIe siècle, ce serait sans doute très compliqué. La dernière problématique, ça va être le côté culturel, avec parfois une fierté d'un peuple, d'un groupe ethnique, une fierté nationale, et c'est pour ça que je vous disais de faire attention avec l'idée de pureté. Parce que souvent, on va prendre l'ancienneté comme un critère d'excellence. Par exemple, une entreprise va dire qu'elle est sur le marché depuis 1883, ou que sais-je, et on va voir ça comme quelque chose de prestigieux. Et ça permet aussi de dire, par exemple, bon, alors moi, mon pays, on utilisait cette langue, cette écriture il y a 3000 ans, pendant que toi, ton pays, vous viviez avec des borborigmes, vous étiez analphabète, vous viviez dans des maisons faites de brindilles et vous étiez tout nul. Et ça, c'est le problème. Et je me suis rendu compte, en faisant des recherches pour cette vidéo, que le tamoul était souvent cité par les habitants du Tamil Nadu, donc état du sud de l'Inde, où le tamoul est aussi parlé un peu au Sri Lanka, comme la langue la plus ancienne au monde. Et j'ai vu plein de commentaires en anglais de gens qui disaient « Non, mais attends, le tamoul, c'est la langue la plus ancienne du monde, je suis super fier de le parler. » Simplement, il n'y a aucune preuve archéologique. Le tamoul a des origines qui sont attestées avec par exemple de l'écriture, qui peut remonter jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc en effet, c'est assez ancien, mais de là à dire, si on se base uniquement sur l'écriture, que le tamoul est la langue la plus ancienne au monde, c'est totalement faux. Parce que le sumérien, lui, c'est plutôt le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc si on se base simplement là-dessus, le sumérien est plus ancien. Et c'est pour ça qu'il faut faire là aussi très attention, parce qu'il y a aussi des fantasmes, il y a aussi une certaine idéalisation des langues, parce qu'une langue qui est ancienne, ça fait remonter une tradition, et ça permet de donner à un peuple une légitimité, en disant que leurs traditions sont... on peut tracer un fil rouge jusqu'aux temps anciens, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez souvent utilisé comme instrument de propagande. Vous regardez par exemple la République populaire de Chine actuelle, qui a délaissé les années Mao de révolution culturelle pour aller prôner l'idée d'une Chine très ancienne, avec des traditions très anciennes, que ce soit les arts martiaux, la médecine chinoise traditionnelle. Et on entend très souvent ces temps-ci le discours portant sur une Chine qui a une histoire qui remonte à plus de 5000 ans. Ce qui est assez compliqué parce que simplement si on considère qu'il y avait une civilisation il y a 5000 ans à un endroit, on pourrait dire que les grottes de Lascaux datent d'à peu près moins 18 000, donc la civilisation française remonte à plus de 20 000 ans, ce qui est totalement absurde. Simplement, ce sont des données qui sont là, la fierté nationale, la fierté de certains groupes, qui vont parasiter le discours et qui vont rendre très difficile le fait de savoir s'il y a réellement une langue plus ancienne qu'une autre. En conclusion, il est impossible de dire si une langue est réellement plus ancienne. On a vu pourquoi. On a vu par exemple qu'il est impossible de dater une langue avant l'écriture et que même quand on prend l'écriture, c'est simplement l'écriture à un instant T. Une langue comme le latin peut être vue comme une sorte de vieille chose et pourtant, par exemple, Cicéron disait lui-même qu'il parlait d'un latin qui était teinté d'archaïsme. Donc il avait conscience que sa langue avait une histoire et qu'il y avait déjà une histoire ancienne du latin. Ensuite, tous les peuples n'ont pas accédé à l'écriture au même moment, toutes les langues n'ont pas accédé à l'écriture au même moment. Il y a des langues qui sont restées orales très longtemps parce qu'elles étaient plutôt parlées dans le monde rural plutôt que dans le monde lettré.
Il y a aussi le cas des langues qui ont par exemple pu s'éteindre. Le sumérien qu'on a vu, soi-disant très ancien, s'est totalement éteint, a totalement disparu et a été supplanté par l'akkadien en Mésopotamie. Il y a des langues qui ont pu perdurer, qui ont pu évoluer. Et par exemple, le latin vulgaire de l'Empire romain a très bien pu donner l'espagnol, le français, l'italien, le roumain, etc. On peut dire que à travers ces langues, le latin vit encore et le proto-indo-européen vit encore. Et la difficulté principale, c'est que les langues n'ont pas un moment de naissance et de mort. Bon, pour la mort, si, on peut le savoir actuellement quand on voit disparaître malheureusement le dernier locuteur natif, ou alors pour les langues construites qu'on peut dater au moment de leur invention, mais il est très difficile de savoir quand est apparue une langue. Les langues, ce ne sont pas des personnes, c'est un continuum, et c'est pour ça qu'il est, selon moi, impossible de donner une langue qui est plus ancienne qu'une autre, et qu'il est absurde de faire des vidéos en faisant un top 10 des langues les plus anciennes, parce que c'est basé sur du vent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui m'a demandé un peu plus de recherche que d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne, laisser un pouce pour aider à son référencement. Et si l'apprentissage des langues vous intéresse, vous avez un lien dans la description. Vous cliquez dessus pour recevoir une mini-formation gratuite sur l'apprentissage du vocabulaire. On continue la discussion dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt. Salut!